Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de l'actualité d'Omerta que je présente tous les jours du lundi au vendredi à midi sur la chaîne YouTube d'Omerta. Donc, au sommaire d'aujourd'hui, les mobilisations contre la réforme des retraites semblent perdre en puissance alors qu'Elisabeth Borne rouvre la discussion. Fil rouge inattendu de l'émission aujourd'hui, l'injustice pénale. Hier, une altération de discernement a été retenue pour un migrant sous OQTF qui a incendié la cathédrale de Nantes en 2020, puis tué un prêtre en 2021. Armes, bombes artisanales et violences à Sainte-Soline ce week-end, 70 interpellations lors de la mobilisation de mardi, mais où est la réponse judiciaire ? Pour avoir traité Emmanuel Macron d'ordure sur les réseaux sociaux, une gilet jaune est par contre, elle, interpellée par 3 policiers chez elle et risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures ? Fichier S disparu dans la nature pour avoir accosté de l'Ocean Viking. Une mission parlementaire vient de rendre son rapport et elle pointe des défaillances. Vous êtes bien dans Moment Fort et c'est l'actualité de ce jeudi 30 mars 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Gentillet, qui est donc avocat, éditorialiste, et un sacré punchliner dans les médias quand même. Donc merci beaucoup d'être là. Merci pour votre invitation. Donc passons à la première actualité de cette journée, les retraites. Donc c'est quand même l'actu principale du moment. Il y a une baisse des manifestations par contre, suspension de la grève des éboueurs par la CGT, et il y aurait une discussion intersyndicale qui aurait lieu à Matignon très certainement la semaine prochaine. Selon vous, est-ce qu'on se dirige doucement vers une sortie de crise ou alors vers une énième impasse ? J'ai pas l'impression qu'on aille vers une sortie de crise. C'est-à-dire qu'il y a un scénario depuis le début qui est prévu, je pense, c'est qu'il y a un moment où le gouvernement entrouvre timidement sa porte. Mais plus tard, il l'entrouvre, et mieux c'est pour lui, si vous voulez, parce que là, on voit bien qu'on arrive quand même à un moment, alors un moment, ça ne veut pas dire la fin, mais un moment d'essoufflement des manifestations, pour une raison, à mon avis, qui n'est pas liée à, comment dirais-je, une acceptation de la réforme par les Français, mais à mon avis, surtout l'effet de l'inflation. C'est-à-dire que pour faire grève, il faut quand même que les gens renoncent à une partie de leur salaire. Et j'écoutais Michel-Édouard Leclerc il y a quelques jours sur une chaîne de télévision qui expliquait qu'on avait encore 3 mois difficiles. Donc je pense que l'inflation joue beaucoup aussi dans une part de la démobilisation. Le gouvernement, clairement, sait que ça joue pour lui. Je ne pense pas que le gouvernement va reculer, parce que si vous voulez, encore une fois, il faut bien comprendre après, une il chose. semble parfois, on va dire, ils peuvent avoir... C'est de la posture, on sait bien qu'on essaie de nous faire apparaître que on est quand même sur de la scénarisation. Mais bien sûr que c'est de la com, mais c'est la politique depuis que la télévision existe, c'est devenu de la communication. En tout cas, la communication est un élément essentiel de la politique, et le politique doit en tenir compte, c'est une évidence. Donc, on a aujourd'hui un scénario, enfin je veux dire, on essaie de nous faire croire qu'il y a 2 lignes au gouvernement. Il y a ceux qui sont pour une ouverture, un peu à la Clément Beaune, et puis il y a ceux qui sont très fermes, à l'Olivier Grégoire ou Olivier Véran, qui disent que c'est absolument indispensable. Bon, je pense un peu aux gentils flics, aux méchants flics. Mais bien sûr, mais encore une fois, alors peut-être qu'il va y avoir des concessions, mais des concessions marginales. Moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron est le représentant d'une caste, et pour adopter un terme marxiste, pour une fois, presque d'une classe, d'un électorat, d'une sociologie. Et cette sociologie-là, qui est, pour l'essentiel, on l'a vu au premier tour de l'élection présidentielle, composée des classes moyennes, aisées plutôt, classes aisées, et c'est-à-dire de la bourgeoisie des centres-villes, et des retraités, quand même. Je rappelle qu'ils ont voté à plus de 65%, pas largement, pour Emmanuel Macron au second tour. Cet électorat-là est favorable à la réforme. En tout cas, son électorat, dans ces parts-là, est favorable à la réforme. S'il recule sur cette réforme, qui est la seule réforme claire de sa campagne. Il perdrait un peu sa stature de l'ordre. Il perdrait sa stature, effectivement, du président du parti de l'ordre, pour reprendre un terme qu'il rapproche à Louis-Philippe, même si Louis-Philippe avait quand même pas plus de dignité que lui, mais passons. Mais surtout, il se tire une balle dans le pied en vue de ce qui, je pense, sera sa 3e campagne présidentielle, qui sera 2032. Emmanuel Macron,
Je veux dire, on ne va pas demander à un carnivore de devenir végétarien du jour au lendemain, parce que je vous rappelle qu'il aura à peine la cinquantaine en 2032. Parce que c'est vrai que s'il veut se représenter, il faut qu'il soit crédible. Et pour qu'il soit crédible, il faut qu'il soit crédible vis-à-vis de son électorat. Et son électorat ne lui pardonnera pas. Parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, le savent peut-être moins, mais un président de la République française n'a pas le droit de se présenter plus de deux fois consécutives. Il n'a pas le droit d'être élu plus de 2 fois consécutives. Mais c'est-à-dire que si Emmanuel Macron laisse passer le tour de 2027, il a le droit constitutionnellement de se représenter en 2032, donc à la nouvelle, à la nouvelle élection. Ensuite, une autre actualité donc, qui change beaucoup de tout ce qui est autour de la réforme des retraites. Un migrant rwandais, donc sous OQTF, a incendié la cathédrale de Nantes en juillet 2020. En 2021, quand il est remis, on va dire, en liberté, à la suite de sa détention provisoire, il tue un prêtre. Il vient d'être condamné hier à 4 ans de prison uniquement pour l'incendie, mais une altération du discernement a été retenue. C'est-à-dire qu'on a un discernement qui est altéré, mais on va tuer un prêtre 1 an après. Notre justice est devenue folle. Alors, je vais être un peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites. En droit pénal, on a un principe, c'est qu'on ne juge pas les fous. D'accord ? Il y a un élément qui est capital en droit pénal, vous le connaissez sans doute, c'est l'élément intentionnel. Ici, si l'intention, c'est-à-dire la volonté de cette personne qui a tué, sachant que là, elle est uniquement jugée pour l'incendie, hein, c'est pas encore le... Oui, voilà. C'est uniquement pour l'incendie. Uniquement pour l'incendie, on ne peut pas juger de la même manière les fous. Il y a altération et abolition du consentement. Ici, on est sur une altération, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on aboutit à une condamnation. Avec une abolition, on n'aurait pas de condamnation. Pour autant, pour ça, je vous dis, encore une fois, juger, c'est en vue de quoi ? C'est en vue d'emprisonner. Et emprisonner, c'est punir. On va punir quelqu'un qui n'a pas le ressenti, qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas même la conscience. C'est punir, mais aussi écarter de la société. Alors, bien évidemment. Alors justement, j'arrive à ce que vous dites. C'est-à-dire que ça, c'est un principe en droit pénal. Et en tant que juriste et en tant qu'avocat, j'y souscris pleinement. Moi, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a énormément de cas similaires, c'est-à-dire, alors pas d'incendie, mais de déséquilibrés, qui sont, je ne vais pas dire bien souvent, mais on a souvent des personnes de nationalité étrangère qui sont déséquilibrées, surtout dans cet ordre-là, qui commettent des actes délictueux ou criminels. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de fous qui viennent en France ? Pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas nos frontières ? C'est plutôt dans cet ordre-là que je poserais, parce qu'en l'occurrence, cette personne-là n'avait rien à faire sur notre sol. Rien à faire. Comme un nombre incroyable de gens qui aujourd'hui sont sur notre sol, qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées, ces obligations. Donc c'est plutôt dans cet ordre-là. Pourquoi est-ce qu'on n'exclut pas ces gens-là ? Parce que là, il y a un facteur aggravant. Vous l'avez dit, sans le dire, c'est le fait que cette personne est étrangère. Donc, elle n'avait rien à faire ici. C'est ça, en plus, sous OQTF. Et elle n'aurait jamais dû, OQTF, je vous rappelle que plus de 9 obligations de quitter le territoire français sur 10 ne sont pas exécutées. Et deuxièmement, donc ça c'est au niveau des sorties. Mais justement, quand on sait qu'on est défaillant au niveau des sorties, alors pour tout un tas de raisons, des raisons juridiques qu'on pourrait briser si on avait la volonté, des raisons diplomatiques, mais avant d'envisager la sortie, envisageons peut-être l'entrée. Nous avons au moins 300 000 à 400 000 entrées légales par an. Légales, je ne parle même pas des illégales, on n'arrive pas à les comptabiliser. Donc, si vous voulez, il faut peut-être déjà débrancher le tuyau, quoi, ou en tout cas restreindre très considérablement ce flux. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on nous dit c'est un déséquilibré, c'est un fou ? Moi, je m'en fiche. En tant que Français, je m'en fiche. Cette question-là ne me regarde pas, puisque, encore une fois, le principal sujet, c'est que nous n'avons pas à accueillir tous les fous de la Terre. Pourquoi faut-il que tous les fous de la Terre viennent chez nous ? Donc, je vous le dis, je pense que le sujet, il est probablement pénal, mais il est avant tout migratoire. Il y a un lien entre immigration et délinquance qui est fait par le ministre de l'Intérieur lui-même. Je rappelle que 25% des détenus en France sont de nationalité étrangère et que dans certaines villes comme Paris, on atteint un mis en cause sur 2 dans des faits délictuels et de nationalité étrangère. Et on parle bien ici de nationalité. Le lien entre immigration et délinquance. On parle vraiment bien de nationalité. Ici, parce que on ne parle pas de gens issus de... Non, on parle pas de gens. Ni issus de l'immigration, ni de nationalité. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune nationalité française. De nationalité étrangère, voilà. Et ben d'ailleurs, ça colle très bien avec notre 3e sujet d'actualité, qui est, on va dire, il y a une mission parlementaire qui a été rendue par rapport à, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les fichiers S qui avaient disparu à la descente de l'Ocean Viking. Et donc là, on vient d'avoir le résultat de cette mission parlementaire. Il y aurait eu des dysfonctionnements de l'État. Mais qu'attend l'État pour protéger les Français ?
on voit justement que, comme vous le dites, le problème est peut-être migratoire. Et là, on voit que sur le problème migratoire, qu'est-ce qu'on fait? On accueille un bateau, on va dire, de militants qui sont pour l'immigration, avec des personnes qui, 3 fichiers S, donc, sont dangereux, et ils disparaissent dans la nature. Tout va bien. Moi, si vous voulez, ce qui me surprend, enfin, SOS Méditerranée, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Je veux dire, ça fait des années que je suis, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique, les actions de SOS Méditerranée, parce que SOS Méditerranée, si SOS Méditerranée n'est pas responsable de l'immigration en France, elle joue un rôle de navire amiral, sans faire de mauvais jeu de mots, de l'acceptation de l'immigration illégale en France, parce que c'est de l'immigration illégale. Oui. Moi, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est pas le rôle de SOS Méditerranée. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui-même faisait état des liens qui existaient entre déjà les passeurs et les migrants, et il expliquait qu'il y avait un risque sur notre sécurité, et il pointait le rôle de ces ONG comme SOS Méditerranée. Donc, ça ne me surprend pas. Pardon ? C'est qu'il faut, on a l'impression que tout le monde tresse on va dire... Parce qu'il y a un manque de volonté politique. Il y a plusieurs sujets. Ce serait très long à expliquer, mais disons, pour synthétiser, la raison pour laquelle le gouvernement n'agit pas en matière migratoire, c'est qu'il n'a pas la volonté politique. Je pense que c'est ça la base de tout. Et la volonté politique, déjà, ça suppose de revoir nos accords européens. Je rappelle que l'Union européenne a un rôle d'aggravation des flux migratoires. Deuxièmement, ça suppose de revenir sur des lois qui accélèrent l'immigration en France. Je parle par exemple du regroupement familial. Je parle du droit d'asile qui est totalement dévoyé. Et tous ces éléments-là concourent à, je vous l'ai dit, entre 300 000 et 400 000 entrées par an. 300 000 et 400 000 entrées par an, dont effectivement des gens dont nous ne savons pas quels sont leurs profils, qui s'évanouissent dans la nature et qui peut-être demain commettent des attentats, et qui ont même d'ailleurs déjà commis des attentats, puisqu'il y en avait déjà à l'occasion du Bataclan qui étaient venus par des filières clandestines. Donc évidemment, ces ONG, elles ont un rôle. Moi, si vous voulez, ça ne me surprend pas, parce que je sais que l'État... Si vous voulez, il y a 3 acteurs là-dedans, je vais être un peu sévère. Il y a le premier acteur, on l'a mentionné, c'est SOS Méditerranée et toutes les ONG qui accélèrent l'immigration en France. Il y a l'État qui est totalement impuissant et impotent, mais l'État, c'est un outil. C'est un outil, c'est neutre, l'État. Bon, et il y a le troisième acteur, c'est vous. C'est vous, d'accord ? Ce sont les citoyens, ce sont les Français. Il y a une élection présidentielle qui s'est déroulée en 2022. Qui a réélu le même gouvernement qui, pendant 5 ans, a fait entrer 300 000 à 400 000 entrées illégales par an ? Qui l'a réélu ? D'accord ? Contre, soi-disant, la menace du fascisme. C'est ce peuple. Alors, je ne suis pas en train de me flageller, parce que sinon, je ne parlerai pas politique et je ne défendrai pas, je n'aurai pas des convictions politiques. Mais je dis qu'à un moment, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que la solution ne viendra pas de l'État. La solution, évidemment, ne vient pas du repli de ces ONG. Elle viendra d'une masse politisée de citoyens, de Français, utilisons ce mot, citoyens, c'est trop neutre, de Français qui se mobiliseront et qui décideront de changer leur gouvernement. Le mal qui nous est arrivé par l'État. Ce qui nous est arrivé de mal est arrivé par l'État, je le dis, donc, qui nous permettra de nous sauver, en tout cas d'atténuer notre malheur. Je pense que c'est en reprenant le contrôle de l'État. Donc les Français doivent changer de politique. Par les élections, ça ne changera pas autrement. Je pense que... Alors, l'idéal, c'est par les élections. Ensuite, on voit que parfois, certains mouvements de rue ont un effet, je pense... alors même si ça a été un effet avorté, mais un effet intéressant, je pense aux Gilets jaunes, qui avaient porté une mesure qui était la mesure du RIC. Malheureusement, ce combat a été complètement pourri les Gilets jaunes complètement pourris par l'extrême gauche, et Emmanuel Macron a endormi tout le monde avec son fameux grand débat et les quelques centaines d'euros par personne d'augmentation du SMIC qu'il a lâché. Mais je pense... Je suis peut-être vieux jeu, je sais, alors tout le monde s'imagine le grand soir, je le vois en permanence dans les commentaires, attends, généralement c'est souvent des comptes anonymes, donc je sais pas trop ce que ces gens font. Le grand soir, c'est tous les soirs. Mais le grand soir, c'est tous les soirs, alors peut-être que le grand soir arrivera, je ne sais pas. Moi, je crois à la voie politique, je crois à la solution politique, parce que je vous dis, je crois à la puissance de l'État, parce que je sais que le mal qui nous est arrivé aujourd'hui, nous est arrivé par l'État. Donc c'est à travers l'État aussi, je pense, que nous sauverons. L'État, c'est neutre, c'est un outil, à nous d'en reprendre le contrôle, nous, peuple français. Très bien. On parlait de Gilets jaunes, et ça nous fait une très très bonne, on va dire, transition. Une gilet jaune, donc, qu'on voit affichée ici, a été donc interpellée par 3 policiers chez elle, parce qu'elle a traité d'ordure Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Elle risque donc 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Quand on voit qu'on laisse, on va dire, s'évanouir dans la nature des fichiers S, qu'un migrant rwandais incendie une cathédrale, puis tue un prêtre l'année d'après, là, pour une dame qui seulement met un petit mot peut-être désagréable sur les réseaux sociaux, on envoie une patrouille de 3 policiers pour l'interpeller, pour...
Enfin, je veux dire, c'est pas disproportionné tout ça? Si, c'est évidemment disproportionné et ça nous permet de... Ça me permet de rebondir sur une annonce d'Emmanuel Macron d'il y a, je crois, ou de Gérald Darmanin il y a 1 an, qui annonçait un renforcement d'effectifs de police. On voit à quoi servent les renforcements des effectifs de police. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, déjà, tant qu'on ne renforce pas les effectifs de magistrats, ça ne servira à rien. Le laxisme va continuer, mais moi, ce qui m'intéresse de combattre, c'est plutôt le laxisme en matière criminelle, en matière délictuelle, pas en matière de lutte contre des opinions politiques. Alors, évidemment, ici, c'est une injure, et l'injure publique est condamnable. Évidemment, a fortiori, injure contre un magistrat. Mais envoyer 3 gendarmes toquer à la porte d'une pauvre dame, ils n'ont pas autre chose à faire, ces gendarmes, ces policiers. Il n'y a pas d'autre endroit où ils pourraient aller, justement, et où ils ne vont pas. Oui. C'est souvent cette impression-là qu'ont les Français, c'est que mais c'est pas une impression. Il faut de la police, mais que la police est plutôt... Mais c'est pas une impression, c'est une vérité, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que l'État a bien compris et a bien fait l'arbitrage entre ce qui est de l'ordre de la menace pour lui et ce qu'il laisse pourrir. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au moment des Gilets jaunes, on a vu que quand l'État voulait réprimer, quand l'État voulait mater une rébellion de nature politique, il savait le faire et il employait tous les moyens, d'accord, pour réprimer politiquement. L'État est fort. En revanche, quand il s'agit de réprimer les délinquants, quand il s'agit d'entrer dans les quartiers, l'État sait que demain, ça peut s'embraser. Mais il y a quelque chose qui le rassure, il sait que ce ne sont pas des éléments politiques qui ne vont pas précipiter le renversement de son propre pouvoir à lui. C'est aussi pour cela qu'il se dit, bon, on peut laisser pourrir ça, de toute manière, c'est trop compliqué pour lui, parce qu'il n'a pas la volonté politique. Alors que éborgner des gilets jaunes, s'en prendre à des gens, effectivement, qui contestent le pouvoir, et ici, effectivement, c'est scandaleux ce qui est arrivé à cette femme, on voit que l'État y met les moyens. Parce que la police, et c'est ma conclusion, ne sert plus finalement, enfin, elle sert de moins en moins un objectif elle est de moins en moins dans un objectif de répression pénale, mais de plus en plus dans un objectif de répression politique. C'est ça le problème. C'est ça le danger. Vous pensez qu'au final, le pouvoir est faible avec les forts et fort avec les faibles? Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça, hein. Alors attention, parce qu'encore une fois, faible avec les forts, ça supposerait que les gilets jaunes et qu'un mouvement contestataire comme celui qu'on voit en France serait faible. Non, je pense qu'il est très fort. Je pense qu'il est très fort et c'est ce qui fait la différence. Je faisais l'opposition, effectivement, avec certaines mafias dans des quartiers, etc. C'est qu'il est un pouvoir politique et il a une conscience politique. Et qui dit conscience politique dit prise de contrôle de l'État. J'en reviens toujours à Amarotte. C'est la prise de pouvoir et la prise de contrôle de l'État qui effraie aujourd'hui l'État. Pas la concurrence sur certains quartiers, sur certains territoires qui restent circonscrits. Vous voyez, c'est ça ce qui effraie l'État, vraiment. Donc, si on peut s'en sortir à travers des élections, moi, je le souhaite, je pense que c'est la voie favorable, je pense qu'elle est possible. Ensuite, reste à savoir ce qu'on appelle le « on », évidemment. Bien évidemment, on ne pense pas forcément tous, ici les gens qui nous regardent pensent tous la même chose, c'est une évidence. Alors, peut-être à travers les élections, peut-être à travers des mouvements de rue. Les mouvements de rue ont un effet, si vous voulez, c'est qu'ils contribuent au combat culturel. Et le combat culturel est toujours important parce que quand un politique arrive aux responsabilités, il arrive toujours sur le lit d'un combat culturel qui a été fait, qui a été bêché en amont, si vous voulez. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Oui, c'est vrai que c'est important de mener le combat culturel qui se passe dans la rue, qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, parce que ça donne de plus en plus d'assises demain aux politiques, ou au contraire, ça fait en sorte que le politique est moins à l'aise pour imposer des choix qui ne vont pas dans notre sens. Donc, ça, en conclusion, il y a un penseur de gauche qui a bien compris, enfin, parmi d'autres qui a bien compris ça, c'est Bégodeau. C'est-à-dire vous voyez, par exemple, en 81, je termine sur une aparté, sur une petite digression, mais parce que je trouve ça pas mal. On dit toujours que c'est 1981 qui fait que c'est l'arrivée de la gauche. En fait, la gauche, depuis mai 68, elle impose toutes ces thématiques dans les années 70. Excusez-moi, la loi sur l'IVG, c'est Giscard qui l'a fait passer. Oui. D'accord. Après, Mitterrand... Après, la loi sur l'IVG, on va dire, n'est plus du tout celle, on va dire, qui est appliquée actuellement. Mais je veux dire, c'est... Non, mais je n'entre même pas dans le fond du débat politique. Ce que j'explique juste simplement, en fait, c'est que parfois, le combat culturel est tellement fort, tellement puissant, que le politique est obligé de se coucher devant. Et c'est ce que je vous dis. Et Mitterrand, en 80, quand il arrive, finalement, il arrive en 80, il fait 1 an de politique de gauche, après, c'est la rigueur, puis après, tout ça s'aplatit. Donc, en fait, vous avez un combat culturel qui s'est mené en amont, et c'est pour ça qu'en fait, dans les années 70, la gauche, mais culturellement, rayonne. Rayonne. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail qui a été fait en amont, par une certaine presse, surtout par des mouvements sociaux. C'est surtout ça, c'est des mouvements sociaux, c'est des grèves, etc. C'est une question d'influence, de médias et quelque part de contrôle des esprits. Donc le politique est contrit par ça. Il est contrit par ça. C'est pour ça que je vous dis que j'articule le discours, effectivement, de la prise de pouvoir à travers
le scrutin, à travers les élections, mais aussi effectivement, il faut que la sphère intellectuelle, le champ culturel, soit prêt, soit mûr. Voilà. Très bien. Ensuite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On passe ensuite donc au Black Bloc. Alors, il y a de nombreuses violences à Sainte-Soline ce week-end. C'est une photo, en l'occurrence, prise par la gendarmerie. Il y a 70 interpellations lors de la mobilisation de ce mardi. On a l'impression que les casseurs qui sont interpellés, on ne sait pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'on se dit quelle est leur condamnation, est-ce que ça leur sert de leçon, est-ce qu'ils recommencent, est-ce que c'est dissuasif, qu'est-ce qui arrive? Exemple très concret à ces 70 personnes qui ont été interpellées mardi. On va voir, c'est-à-dire que moi, alors c'est une impression, parce qu'encore une fois, j'ai pas accès à tous les dossiers, mais j'ai l'impression que s'agissant de la violence d'extrême gauche, le pouvoir politique et l'État, la magistrature est plus complaisant. Peut-être que la politisation des magistrats et le rôle du syndicat de la magistrature a un petit effet sur tout ça. Je continue à penser effectivement que les milices d'extrême gauche jouent contre nos intérêts, elles jouent aussi leurs propres intérêts. Voilà. Et que finalement l'État est beaucoup plus doux à leur rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de condamnation. Il y a des condamnations, bien sûr. Peut-être pas à la hauteur. Je pense que c'est pas à la hauteur et je pense que, la répression à Sainte-Soline, sur une propriété privée en plus, j'ai pas l'impression que ce soit du même niveau. Je fais la comparaison avec les Gilets jaunes. Combien de borniers ici? Encore une fois, je compte pas. Ça me fait pas plaisir. Il y a eu des blessés graves, mais c'est vrai qu'on voyait d'autres photos où un manifestant courait avec une hache derrière les Gilets jaunes, un quad de policiers. On a eu les saisies des bombes artisanales, des machettes, des hachettes. Ça nous permet, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, ça permet de faire une clarification, parce qu'il y a un débat que je vois un peu pointe sur les réseaux sociaux, parce que typiquement, quand on a ça, de la même manière qu'on le voit avec les Black Blocs dans les manifestations sur la retraite, on dit vous n'allez quand même pas soutenir la police. Alors, je pense que là, il y a un choix politique à faire, si vous voulez, parce que moi, je pense que ces gens-là, ces milices d'extrême gauche, c'est un combat politique, moi je ne partage pas leurs opinions, mais c'est pas parce que je soutiens la police que je soutiens Emmanuel Macron. En revanche, je pense que le pouvoir politique n'a pas, et l'État n'a pas à se coucher vis-à-vis de ces milices. Je pense qu'il doit réprimer, je pense qu'il doit sanctionner, et je pense que la magistrature doit condamner. Pourquoi? Parce que si demain, je vous dis, mon obsession, c'est la reprise du pouvoir, même si c'est pas moi qui sans doute serait... je suis pas un élu, voilà, mais je mène un combat politique. C'est pour vous la meilleure stratégie qui pourrait amener... C'est la meilleure stratégie. Si demain, imaginez un seul instant, que si demain, un pouvoir politique national, comme je le souhaite, arrive aux responsabilités, là, ce qui se passe à Sainte-Soline, ce qui se passe dans les manifestations, par les Black Blocs, par l'extrême gauche, mais ce n'est même pas un dixième de ce qui se passera. Un dixième de ce qui se passera demain, si un pouvoir politique national est aux responsabilités. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en vue de ça? Évidemment qu'on doit se mettre du côté de l'ordre. Ça ne veut pas dire de se mettre du côté de la bourgeoisie libérale, du côté d'Emmanuel Macron. Ça veut simplement dire que si nous abdiquons, si on dit la police tue, qu'il y a des violences policières, ce qui est une expression qui n'a aucun sens, puisque par définition la police est violente, le sujet c'est la légitimité de la violence, c'est la proportionnalité de l'usage de la violence. Si nous nous couchons dès maintenant vis-à-vis de ces milices d'extrême gauche, qu'on demande, imaginez que quelqu'un demande la démission de Gérald Darmanin, alors pas quelqu'un de gauche évidemment, mais plutôt de l'autre côté, mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera en responsabilité? Parce qu'encore une fois, le fil conducteur, enfin moi mon fil conducteur c'est vraiment ça. Nous avons des professionnels de l'extrême gauche qui sont organisés, ça a été bien démontré dans un certain nombre de reportages. Très organisés. Demain, si le pouvoir politique change, j'ai la crainte, et je le dis, vous pouvez dire que c'est une obsession, j'ai la crainte que ces gens-là essaieront de retourner la rue, il faudra mettre les moyens. Oui, il faudra mettre les moyens. Ça ne veut pas dire il faut tirer sur les manifestants, ça ne veut pas dire il faut épargner tout le monde, mais ça veut dire ne pas faiblir. Il faut pas faiblir forcément face à la rue, savoir l'écouter sans faiblir. Dernière question, un petit peu générale, sur justement tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Justement, cette forme, on a l'impression d'injustice, quelqu'un qui est très fortement condamné pour une broutille, d'autres qui commettent vraiment des actes de violence, qui sont vraiment dangereux, et qui sont totalement laissés, on va dire, libres, voilà. Quel est le problème de la chaîne pénale française? Qu'est-ce qui se passe qui fait que
toutes ces actualités, tout simplement, qui sont très symboliques. Comment ça se fait qu'en France, on n'a pas un pays qui est en sécurité, qui est plutôt normal et sain sur ces questions? Là, vous pointez deux choses. Vous pointez un manque d'équité, parce que vous pointez un deux poids, deux mesures, et en même temps, vous pointez le laxisme en matière pénale. Alors, déjà sur l'équité, c'est notre code civil qui dispose qu'on ne juge pas en fonction de l'équité. C'est comme ça. D'accord ? On juge en fonction de règles, mais on ne compare pas les cas les uns aux autres. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, alors on peut le changer, mais c'est l'état du droit. C'est vrai que naturellement, on a quand même tendance à mettre en relief les affaires par rapport aux autres. Naturellement, maintenant, je vous dis sur un plan juridique. Mais on peut changer le droit, mais sur un plan juridique, c'est comme ça. Maintenant, sur le plan du laxisme pénal, je pense que ça a été beaucoup évoqué. Moi, j'ai l'impression de me répéter assez souvent, mais après tout, la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Je pense que, si vous voulez, la politique pénale, c'est une chaîne en 3 temps. Un premier temps, c'est le travail de la police. Je pense que la police fait son travail. Je pense que la police fait bien son travail. Si on parle des délits et des crimes. D'accord ? Après, il y a un deuxième temps, c'est le temps de la magistrature, c'est le temps judiciaire. Là-dessus, oui, il y a une difficulté. Il y a une difficulté parce qu'effectivement, il y a du laxisme judiciaire. J'invite toute personne à aller, par exemple, au tribunal de Pantin pour assister à des jugements et voir des personnes, je l'ai vu de mes yeux, je ne l'ai jamais défendu, mais je l'ai vu de mes yeux, et plusieurs fois, des personnes qui ont, à 30 ans, un casier judiciaire qui comprend 20-30 condamnations, avec des condamnations parfois trafic de drogue, violence, outrage, magistrat, etc. Et qui additionnent comme ça les toutes petites peines qui ne sont pas appliquées. Et ça, c'est un vrai problème. Mais pourquoi est-ce que les peines ne sont pas appliquées? Pourquoi est-ce qu'on a des peines ridicules? Vous voyez, je repense à cette affaire, une affaire de viol, une affaire absolument sordide, où la personne finalement a écopé de 4 ou 5 ans, étant entendu que 4 ou 5 ans, elle en fera sans doute même pas la moitié. Parce qu'il y a aussi un problème en matière de places de prison. Et ça, c'est la politique carcérale. Il nous faudrait, les prisons, le taux d'occupation des prisons, c'est 115%. 115%. Donc évidemment, les magistrats, ils condamnent avec une astreinte sous bracelet. Voilà. Et puis parfois, ils ne condamnent pas. Il nous reste très peu. Il nous reste assez peu de temps. Pour résumer, moi je vois un trio qui se dégage, on va dire le trio perdant de notre justice, qui est un peu le laxisme des juges, le manque de places de prison et les remises de peine beaucoup trop généreuses et même automatiques. Ça participe de notre politique pénale, et en l'occurrence, effectivement, ici c'est la loi Taubira, et sur la non-application des petites peines, il faut construire plus de places de prison. Et un dernier chiffre qui est très parlant, je parlais du lien entre immigration et délinquance tout à l'heure, alors on peut disserter autant qu'on veut, chiffre du ministère de l'Intérieur, 2022-2021, c'est à peu près les mêmes toujours de toute manière, entre 23,5 et 25% des détenus français sont de nationalité étrangère. Et je vous ai dit qu'on a un taux d'occupation de 115%. Ça fait pas en claquant des doigts, mais si vous voyez pas le lien et si vous voyez pas les solutions, moi je peux rien pour vous. Très bien, je voulais parler du service national universel qui ne sera finalement pas obligatoire, mais malheureusement nous n'avons plus de temps. Pas plus mal. Pierre Gentillet, je vous remercie d'être venu ici aujourd'hui. Je vous remercie également à vous qui nous avez écoutés. Demain, je recevrai Stanislas Rigaud, donc le président de Génération Z, le parti jeune de Éric Zemmour. Alors moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à vous.